des décennies, globalement, ça n'aura échappé à personne, les politiques libérales s'imposent comme la norme en France et en Europe, au nom de la réduction des dépenses publiques. Et nous assistons, y compris depuis la crise de 2008, à une accélération dans la voie de l'austérité dans l'ensemble des pays européens. On pense à la Grèce, mais voilà, c'est pas les seuls. Aujourd'hui, dans tous les pays européens, il y a des politiques d'austérité qui s'imposent, parce que ce n'est pas l'austérité pour tout le monde, il faut le dire. Après avoir volé au secours des banques privées, c'est chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont versés sans contrepartie aux grandes sociétés via les divers crédits d'impôt et en exonération de cotisations, ainsi qu'aux plus riches avec suppression de l'ISF, mesures fiscales, ainsi de suite. Et donc, il faut bien payer tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on nous demande un petit peu, même beaucoup, de nous serrer la ceinture. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est à la fois d'approfondir sur le constat, ensemble, et de partir des expériences de résistance concrètes afin de commencer à tracer ensemble un chemin de combat pour les batailles à venir. Et donc, pour en parler, nous aurons donc Elisa Balestrieri, qui travaille donc à la caisse primaire d'assurance maladie, la sécurité sociale. Elisa est syndicaliste à la CGT et elle est fortement engagée dans les mobilisations pour la défense de l'humain contre la loi du chiffre dans ce qui est pourtant un service public vital. Elle reviendra donc sur les réformes internes en cours et sur les convergences entre usagers et agents qui se développent pour y résister. On était il y a une semaine à peu près maintenant devant la CEPAM de l'Isère ensemble pour dénoncer tout ça et organiser la résistance. On a également donc Aurélien Scandolara. On remercie aussi d'être présent, qui nous vient de la ville de Lyon, donc agent territorial, régisseur de salles de spectacle. Donc là, tu es dans ton environnement. Et donc qui est également syndicaliste CGT à la ville de Lyon et qui pourra nous expliquer finalement comment ça se passe dans le temple du colonisme, avant-garde du macronisme quelque part, donc voilà l'avant-garde des politiques libérales en termes de collectivité locale et les résistances qui peuvent se développer dans ces espaces-là. Et enfin Laurent Jadot, donc enseignant en école primaire. Laurent est adjoint au maire de Fontaine, donc Parti communiste, dans une municipalité qui s'inscrit clairement en résistance aux politiques d'austérité malgré les coupes budgétaires. Et qui se fait, y compris pour ça, taper sur les doigts par la Cour des comptes, les cerbères des politiques libérales. Il nous détaillera donc la situation autour de quelques exemples parlants sur la défense des politiques publiques pour le plus grand nombre et les résistances face à l'austérité. Moi, je ne m'attendais pas à ouvrir le bal, mais ok. Elisa Balestrieri, déléguée syndicale CGT à la caisse primaire d'assurance maladie. Alors je pense que ça peut être bien aussi de se rappeler que initialement ça s'appelle pas l'assurance maladie, c'est la sécurité sociale. Sauf que donc là, moi je me détermine en tant que déléguée syndicale à la sécurité sociale et en fait non, c'est déléguée syndicale à l'assurance maladie. Donc rien que dans les termes, tout est dit. C'est une assurance. L'objectif, on va pas se mentir, tout le monde est au courant, c'est de supprimer cette sécurité sociale qui coûte beaucoup trop cher. Et donc nous, en ce moment, à la Caisse primaire d'assurance maladie, nous sommes en débat, négociation, revendication pour ce qui est de la CGT, qui est minoritaire à la CPM de l'Isère, contre justement toutes ces réformes, qu'elles soient nationales, mais localement, chaque directeur a des possibilités, qu'elles soient humaines ou budgétaires. Mais l'argument premier, c'est, donc là en l'occurrence la semaine dernière, il y avait effectivement un rassemblement devant le siège de la sécurité sociale, c'est les accueils coûtent cher. Donc toute l'orientation budgétaire, stratégique, politique et humaine de la caisse, à tous les niveaux que ce soit, c'est la sécu, ça coûte cher. Donc ça coûte cher, une réponse, le tout numérique. Chaque personne est en capacité, qu'elle le veuille ou non, de pouvoir s'autogérer. S'autogérer d'un point de vue administratif et d'un point de vue médical. Donc, par exemple, hier, il y avait aussi un rassemblement contre la loi santé 2022 qui met justement à mal également la médecine en règle générale. Parce que l'objectif, c'est de diminuer les coûts. Les coûts, ça passe également par l'humain. Donc, d'un point de vue syndical, nous, on défend les conditions de travail des salariés
qui est clairement impacté par ces réformes et décisions politiques, mais l'usager également. Donc tout le monde est concerné, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, tout le monde est concerné par la sécurité sociale. En règle générale, n'importe quelle initiative, qu'elle soit politique, associative ou qu'importe, les usagers, c'est plutôt bien perçu. Quand on leur dit qu'une caisse va fermer, ça voudra dire soit qu'ils fassent 10, 20, 30, 50, ça peut aller jusqu'à 60 bornes, voire plus, ou alors c'est le tout numérique. Donc tout le monde doit passer par le compte Amélie. En termes de conditions de travail, ça se traduit par un chiffrage. Donc chaque agent de la sécurité sociale qui travaille à l'accueil ont des objectifs. Donc des objectifs sur lesquels la caisse est notée, parce que c'est des notes. Parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, nous ne sommes pas fonctionnaires. C'est des budgets de fonds communs, publics, mais de droit privé. Donc on est assujetti à des objectifs quantitatifs. Le qualitatif sera peut-être pour demain, voire jamais. Mais donc voilà. Donc chaque agent d'accueil a un temps imparti pour accueillir la personne. La personne qui vient une première fois sans rendez-vous, maintenant c'est que sur rendez-vous, donc elle va repartir. Et l'agent d'accueil doit ouvrir un DMP, donc c'est un dossier médical partagé. L'équivalent du carnet de santé qu'on avait, format papier, c'est numérisé. On peut se poser la question de la confidentialité aussi des données. Donc il nous affirme que ce dossier médical partagé est d'une confidentialité optimale. On verra ce qu'il en est, j'ai un gros doute là-dessus. Des burn-out à n'en plus pouvoir, des assurés qui viennent, qui se déplacent, ils sont en pleurs, ils sont en colère. Mais ça, c'est pas grave. Ils ont un dossier médical partagé ouvert et un compte Amélie ouvert. Et donc ça, c'est bon pour les chiffres. C'est bon pour le national. On a un bon classement. Voilà la sécurité sociale d'aujourd'hui. Du chiffre, du quantitatif. Plus du tout de qualitatif. Quand on en parle, c'est la CGT, vous voyez toujours le verre à moitié vide, le qualitatif, le tout numérique, c'est l'avenir. Donc non, c'est pas l'avenir. Ils ont développé un partenariat avec des associations et surtout avec la CAF. Donc il y a des permanences au siège pour accompagner les assurés sur l'ouverture des comptes Amélie et tout ça, sur le tout numérique. Donc on fait plus de l'accueil, de l'information, de l'accompagnement. Si vous avez un problème d'accident du travail, c'est généralement des dossiers complexes. Et ben l'agent n'a pas forcément le temps d'y répondre puisqu'elles sont chronométrées, que de toute manière c'est sur rendez-vous. Et en fait on les envoie directement, automatiquement vers cette permanence, cet atelier du tout numérique. Donc les agents d'accueil ne sont plus des agents d'accueil, c'est des animateurs informatiques pour ouvrir des comptes, le tout numérique. Et si personne ne le dénonce, ça commence par ça. Et alors après, bien évidemment, il y a toutes les réformes sécurité sociale, la CSG, les cotisations, tout est menacé, tout est fait pour tuer la sécurité sociale. Il y a encore 1 heure de ça, on rencontrait tous les délégués syndicaux des organisations syndicales de la Caisse, rencontrer le directeur général de la CNAM. Donc on va dire la sécu chef. Et droit dans ses bottes, les yeux dans les yeux, il nous disait, mais nous, on est complètement en raccord avec les fondamentaux de la sécurité sociale. Bien évidemment, quand on parle d'Ambroise Croizat, bon, ils ne connaissent pas. Et quand on leur disait cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins, pareil, ça ne leur parle pas. Par contre, oui, mais on est 48e. Donc il y a des assurés, ils sont super contents d'avoir un compte Amélie, de ne pas devoir se déplacer. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est une minorité de personnes, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On fait comme s'ils n'existaient pas? Oui, c'est une minorité de personnes. Donc ils prendront le pli. S'ils ne prennent pas le pli, eh ben, c'est tant pis pour eux. Et on fera peut-être des choses. Donc voilà, la réponse, c'est les ateliers numériques. L'agent d'accueil, qui n'est plus technicien de l'assurance maladie, qui est conseiller. Donc là, encore une fois, comme pour le poids des mots, c'est très important. Quand on parle de collaborateurs, de clients à la sécurité sociale, c'est un jargon qui devrait être interdit. Sauf que c'est des mots qu'ils utilisent quotidiennement. Collaborateurs, clients. Nous ne sommes plus techniciens, mais on est conseillers service. Quand on leur dit que par définition,
On prend n'importe quel dictionnaire. Par définition, ça veut dire qu'il y a un sens de rentabilité et de financier entre l'agent et l'usager. C'est normal pour eux, c'est un client. Donc voilà ce que vous êtes, ce qu'on est, des clients. On paye, si on paye pas, c'est tant pis. Et on restera sur le bord du trottoir. Il faut se mettre au tout numérique, sinon on passera à côté. Mais, en tant que bonne déléguée syndicale, on dénoncera ça. On a été accompagnés la semaine dernière pour effectivement dénoncer. Les négociations sont réouvertes. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, c'est entendu, il ne faut rien lâcher. Et c'est notre bien à tous. Si personne ne se saisit de la question de la sécurité sociale et de l'accès aux soins pour tous et toutes, tout le temps, c'est la fin de tout. Et on n'aura accès à plus rien, parce que ça coûtera trop cher. On sera dans un système social à l'américaine, et c'est surtout pas ce qu'on veut. La métropole de Lyon, quoi. Donc, c'est assez compliqué aussi pour, pour nous, pour savoir qui représente réellement la ville, etc. Donc, il y a vraiment c'est un grand fouillis, mais qui est un fouillis organisé quand même, parce que du coup, comme je vous disais, il y a tout un tas de compétences qui sont passées donc du département à la métropole. Donc, alors, entre autres, il y a aussi le personnel du département qui était sur le territoire de la métropole, qui a été transféré à la métropole. Donc, il y avait les agents de ce qu'on appelait le Grand Lyon, il y avait les agents de la métropole, et à ceux qui sont rentrés en même temps, ils pouvaient faire le même boulot, ils n'avaient pas le même salaire, ils n'avaient pas les mêmes primes, c'était un grand fouillis, quoi. Donc voilà, le décor est planté sur ce qu'est la métropole. Là, entre parenthèses, pour les prochaines élections, une fois de plus, on n'aura pas d'élection départementale, mais donc ça sera des élections qui vont se faire par circonscription, et donc chaque ville ne sera pas représentée à la métropole. C'est-à-dire que du coup, il y a des villes plus petites, etc., qui auront un seul élu métropolitain, et donc du coup, sur la circonscription, il y aura des villes qui ne seront pas représentées, quoi. Alors c'est un truc qui est un peu particulier, c'est que donc c'est Colomb, c'est une idée de Colomb, etc. C'est même un essai sur la France, cette métropole, et il a quand même réussi à se mettre d'accord avec Mercier, qui est un mec de droite. Enfin, je dis pas que Colomb est un mec de gauche, mais et donc les deux se sont mis d'accord, et pour un peu, comment est-ce qu'on redécoupe le territoire, qui prend quoi, qui prend quelles compétences, comment ça se passe, quoi. Bon, alors du coup, il y a eu tout un tas de problèmes qui ont ressurgi chez nous. Notamment, par exemple, le social, qui est une des compétences du département, qui a été transféré à la métropole. Nous, on voit à Lyon, aujourd'hui, petit à petit, la ville de Lyon, il y a tout un tas de compétences qui sont absorbées même par la métropole. C'est-à-dire que les villes, en elles-mêmes, vont perdre des compétences et vont devenir ni plus ni moins qu'à long terme des mairies d'arrondissement avec une métropole qui gère tout ça de loin. Mais donc, avant, à Lyon, on avait 9 antennes du CCAS, antennes de solidarité pour tous les problèmes qu'il peut y avoir, etc. Et 9 maisons de la métropole. Donc on avait 18. On avait 18 sites où les personnes en difficulté pouvaient arriver à croiser des agents pour faire part de leurs problèmes. Ils ont fusionné tout ça, et donc ils ont fusionné les antennes du CCAS et les maisons du département. Donc aujourd'hui, on est passé de 18 sites à 9 sites pour accueillir les usagers, quoi. Donc, alors ça, c'est un des problèmes qui peut se poser. On avait un internat, par exemple, qui était c'était quasiment un des seuls de France. C'était un internat municipal qui travaillait sur les gamins qui étaient en route vers la délinquance, des choses comme ça, qui étaient en décrochage scolaire, etc. Cet internat-là était un internat ville de Lyon, mais les compétences étant transférées, du coup l'internat a fermé. Du coup, il y a un autre internat métropolitain qui était en dehors, qui a été rapatrié dans cet internat-là. Le personnel, dispatché de partout. Un vrai bazar. Pareil, il y a d'autres villes. Donc Tassin-la-Demi-Lune, qui est l'ouest lyonnais, donc qui est une ville assez... c'est le Neuilly lyonnais, quoi. À Tassin-la-Demi-Lune, il y avait un service d'aide à domicile. Donc une des compétences de la métropole, donc Colomb a été bien, il nous a fait un petit... c'est le pacte de cohérence métropolitain. C'est-à-dire que toutes les compétences qui sont prises par la métropole sont là-dedans, quoi. Avec les villes ont le choix d'adhérer ou pas. Et l'aide à domicile, par exemple, c'est une des compétences qu'a pris la commune de Tassin. Et donc Tassin, il y avait une 50aine de femmes, pour le coup c'était des femmes, qui s'occupaient des personnes âgées, qui allaient les accompagner faire leurs courses, qui faisaient un petit coup de ménage chez elles, qui les aidaient à faire à manger, etc. Ce service a été fermé, a été mis à la métropole a mis le privé, et donc ces femmes-là, aujourd'hui, sont, on ne sait pas où elles sont, quoi. Il y en a certaines qui ont été mises à dispo du centre de gestion, donc du coup qui doivent retrouver un autre boulot dans la fonction publique.
Il y en a certaines qui sont, qui sont devenues administratifs ou qui font le ménage dans les écoles, quoi. Donc qui font complètement un autre travail qui n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient à l'origine, quoi. Il y a d'autres villes, des villes qui ont complètement fermé leur CCAS. Il y a vraiment eu énormément de choses et c'est un vrai recul social, quoi. Alors après, à Lyon, pour le coup, aujourd'hui, nous, on est depuis, il y a beaucoup de discussions qui se font. Je suis au syndicat de la CGT de la ville de Lyon. Mais par exemple, nous, depuis les élections du mois de décembre, on a complètement boycotté les instances, justement pour demander à ce que notre régime indemnitaire, par exemple, soit calqué, donc c'est la prime mensuelle, soit calqué sur celui de la métropole, qui est plus intéressant que la nôtre, à ce que les carrières avancent, donc il y a des ratios d'avancement sur les carrières, c'est-à-dire que si on peut avoir un grade, normalement tout le monde devrait avoir ce grade, sauf qu'ils décident de mettre que 20% des personnes qui ont le droit d'avoir ce grade, de les nommer, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de grève reconductible, on fait une journée de grève par semaine par rapport à ça, et avec un boycott de toutes les instances depuis le mois de décembre. Donc c'est une des questions qui se posent. Il y a aussi, alors par exemple, un des pouvoirs qu'a la métropole. Je suis aussi conseiller municipal à Vénissieux, donc du coup je me rends compte aussi en tant qu'élu de ce que ça peut faire. Mais la métropole a un pouvoir sur le plan local d'urbanisme et d'habitat. C'est-à-dire que si par exemple, donc nous à Vénissieux, on a tout un tas d'endroits qui sont industriels, des usines, etc. Quand il y a une usine qui ferme, on fait en sorte que l'usine reste sur un secteur industriel, quoi. On fait en sorte que ça passe pas de l'habitation pour pas qu'il y ait des gens qui participent à faire des immeubles, etc. et de revendre le terrain. La métropole, elle, pourrait avoir un pouvoir de changer et de passer cette zone en habitable, quoi. Donc du coup, une fois de plus, c'est le pouvoir des villes est réduit. Et petit à petit, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont grignotées. Alors après, c'est aussi où je te rejoins, c'est que du coup, je vais parler un peu de Colomb, mais vous avez dû entendre parler, il y avait tout un groupe d'experts, Action Publique 2022, CAP 2022, qui s'étaient réunis pour tout un tas de choses. Alors moi du coup je m'étais amusé parce que à regarder qui étaient ces experts, et en regardant qui sont ces experts, c'est vraiment parlant. Donc en gros ils avaient 6 objectifs, je crois. Les 6 objectifs, c'était donc moderniser la fonction publique. Alors et de la rendre, de l'améliorer. Donc quand on regarde les experts, on a quand même le patron de Safran. Donc c'est vrai que le patron de Safran, il va nous aider à moderniser la fonction publique. Il est au BDF et compagnie. On a Nexity qui participe à tout ce qui est immobilier, etc. En tout cas, CAP 2022, là, c'est tout ce qui peut avoir un lien avec le public, etc. C'est pour financiariser. Donc Nexity, à un moment, ce mec-là, il n'est pas là pour rien, il est là aussi pour... comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte de la disparition du logement social, etc. et mettre main basse dessus. Ce que tu disais par exemple sur le tout numérique, les choses comme ça, c'est un des objectifs aussi de CAP 2022, mais par exemple là-dedans, il y a des gens qui sont partis pris dans des startups notamment qui nous mettent en place les compteurs Linky, Gaspard et compagnie. Donc voilà, il y a la Banque de France, il y a la BCE, il y a Enrico Letta, un ancien ministre du Travail italien. Donc il y a tout un tas de gens qui ont tout intérêt à ce que le service public tel qu'on le connaît aujourd'hui disparaisse, quoi. Donc ça c'est un de leurs premiers objectifs, c'est la moderniser. Mais leur modernisation à eux, on sait ce que ça veut dire, quoi. Donc ça c'est le premier objectif. Si je vous parle de ça, c'est que vraiment Colomb est parti pris là-dedans, et notamment par exemple sur la question de... Voilà, alors... Il y a la simplification, donc ça on en a parlé, la transformation numérique, c'est ce que ça me faisait penser à ça. À Lyon, ils ont fait une grande dématérialisation comptable. C'est-à-dire qu'avant, chaque service avait son petit comptable. Quand les services techniques avaient besoin, je ne sais pas, de commander des tuyaux de cuivre, ils allaient voir leur service comptable qui commandait les tuyaux. Ils avaient l'habitude, donc ils savaient quel diamètre fallait prendre, etc. Aujourd'hui, ils ont mis tous les comptables à un même endroit. Et de cet endroit-là, du coup... on envoie des mails pour dire commande-moi tel tuyau, quoi. Mais donc du coup il y a 40 postes en moins, il y a 40 postes qui ont disparu dans cette dématérialisation comptable. Parce que finalement ils se sont rendus compte que ces comptables-là, il y avait des moments où il n'y a pas tout le temps des commandes, il n'y a pas tout le temps des choses, et qu'en regroupant tout au même endroit, ils pouvaient avoir une polyvalence. Sauf que du coup il y a eu une vraie perte là-dessus, quoi.
ils réfléchissent aussi à des machines pour tout ce qui est état civil, des choses comme ça. Donc voilà, il y a cette question de transformation du numérique. Derrière, évidemment, il y a la question du personnel, hein, avec 120 000 postes de fonctionnaires en moins. Donc, pareil, à Lyon, ils ont fait passer un truc qui datait de Sarkozy, c'était la question de pouvoir démissionner de la fonction publique, quoi. Enfin, pas de démissionner, mais d'avoir une prime de départ volontaire. Donc, en gros, il y avait quelques critères qui rentraient là-dedans, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le CAP 2022, et donc Collomb a participé aussi à ça. Et donc dans le CAP 2022, vient l'organisation territoriale des services publics. Donc, du coup, on retombe sur cette question de métropole, quoi. Donc, cette question de métropole, Lyon aujourd'hui est un test, mais c'est un test qui va se propager un peu de partout. Il va y avoir la métropole du Grand Paris, il va y avoir Marseille, mais a priori Marseille c'est un peu plus compliqué, mais avec vraiment une vraie perte de démocratie. Par exemple, je sais pas, mais quand il y a un trou dans le sol, enfin dans la voirie, des choses comme ça, à qui est-ce qu'on s'adresse, quoi? On s'adresse à la métropole, on s'adresse à notre maire, on s'adresse à... Du coup, il y a un vrai flou sur qui est responsable de tout ça, et même politiquement, les choses deviennent compliquées. C'est qu'on n'arrive pas à mettre un responsable face à ça, on n'arrive pas à avoir un responsable qui va nous dire « Ah bah, ce trou-là, on va vous le réparer parce qu'on a tel budget, mais on va pas vous le réparer parce que machin ». Enfin, donc, pour moi, il y a un vrai déni de démocratie dans ce que les usagers de tous les jours, etc., peuvent... Et puis donc, une dernière chose qu'il y a dans le CAP 2022, c'est aussi de réduire le fonctionnement de tout le service public en règle générale. C'est économiser 3 points de PIB de dépenses publiques, quoi. Donc voilà, donc ces gens-là ont ça comme objectif aujourd'hui. Et nous, agents territoriaux, et puis vous, usagers, même moi, usagers, on paye ça tous les jours, quoi. C'est-à-dire que c'est du personnel en moins pour accueillir, c'est-à-dire que c'est des gens en moins dans les crèches, c'est-à-dire que... Enfin voilà, c'est... Mais bon, on se bat quand même. Hein. Le fait de la métropolisation de Grenoble, j'entendais parler de la voirie. La gestion de la voirie de proximité est un vrai souci pour nos habitants. Ce qui fait qu'au bout du compte, et je sais que c'est vrai aussi, les collègues, quand ils sont dans les autres villes, comme Chirol, ici, nous font les mêmes retours. Ayant perdu cette proximité et l'efficacité de l'action de proximité, la grosse machine métropolitaine est à avoir du mal à réagir. La ville, bien que ce soit plus de sa compétence, c'est quand même obligé souvent d'aller faire les travaux de première nécessité et de parer au plus pressé, ce qui fait que en fait les contribuables payent 2 fois. Ils payent une fois avec la métropole, puis ils repayent ce qu'ils ne devraient pas avec la ville. Donc là, et puis il y a plein de choses comme ça. Moi, peut-être pour faire un peu planter le décor. Donc je suis adjoint au maire à éducation enfance petite enfance de Fontaine, qu'on connaît, ville de 23 000 habitants, une ville très populaire, une des 2 ou 3 villes de revenu moyen le plus faible de l'agglomération, voire du département, de tradition ouvrière, et l'austérité sur une ville qu'on l'a pris de plein fouet. C'est toutes ces dernières années, c'est depuis une décennie ou 2 décennies, avec quand même une grosse accélération depuis 2013-2014, avec le plan de redressement des comptes publics, qui a fait quand même que pour une ville comme Fontaine, on a perdu en dotation de fonctionnement. Je vous rappelle, c'est pas des subventions. Les dotations de fonctionnement, c'est ce que l'État doit aux communes pour fournir les services qui ont été délégués par la décentralisation. Donc quand des gens s'expriment, oui, c'est des pertes de subventions, non, il faut choisir les mots. C'est des dotations, c'est-à-dire c'est ce que doit l'État pour faire ce qu'il a délégué aux communes. Donc on a perdu sur Fontaine, c'est 2 millions, plus de 2 millions par an sur notre budget de fonctionnement, sur un budget global d'une trentaine de millions, et sur un ensemble de dotations qui devait être de 14 millions. Donc on voit la perte que ça fait. Les premières conséquences, cette austérité, elle a eu des premières conséquences. D'ailleurs, il y a eu quelque chose assez vite qui a été assez rigolo, si on veut, dans une agglo comme Grenoble. On a vu quand même les patrons du BTP, dès 2014-2015, organiser une manifestation en Grenoble contre la baisse aux dotations de l'État, aux communes. Ils savent, 70% de l'investissement public en France, il est fait par les collectivités territoriales et en premier lieu les communes.
Et ça s'est ressenti. Les budgets d'investissement se sont effondrés ces dernières années dans toutes les communes, avec les conséquences sur l'entretien des bâtiments, des écoles. Nous, voilà, j'ai été nommé adjoint à l'éducation en 2014. Et ben, la première chose que j'ai dû faire, c'est renoncer à la reconstruction neuve d'un groupe scolaire qu'on avait travaillé sur le mandat d'avant, parce que c'était 16 millions d'investissements, et avec les baisses de dotation, ça passait plus, et de toute façon, les banques ne prêtaient plus aux communes sur des tas de sommes. Donc on voit les dégâts immédiats. Tout ce qui a été dit sur les autres services publics, comme la sécurité sociale, la ville, en bout de chaîne, elle prend tout ça de plein fouet. Et au bout du compte, c'est la ville qui ou résiste, aide à pallier, mais en même temps se bat, parce que si on fait que l'un sans faire l'autre, on remplit le tonneau des Danaïdes. Alors, pour vous donner une idée, Fontaine, donc c'est la commune centre et la commune la plus importante de la rive gauche du Drac, donc un bassin d'à peu près 60 000 habitants, qui rayonne aussi, où ses activités, ses fonctions de service public rayonnent aussi sur le plateau du Vercors, puisque pour quelqu'un qui vient de Villard-de-Lans, de Lens, c'est plus pratique de s'arrêter sur Fontaine que d'aller à Grenoble. En quelques années, je dirais en 10-15 ans, on a perdu à Fontaine un bureau de poste sur les deux, une antenne qui était un relais, un guichet pour les billets de la SNCF et de la TAG. On vient de perdre, on est en train de se battre pour ne pas perdre l'antenne de sécurité sociale, avec tout ce qui a expliqué là. Et la dernière nouvelle, c'est des informations toutes fraîches que je viens d'avoir aujourd'hui, même si on avait déjà des bruits. Il se murmure que toutes les trésoreries locales seront amenées à disparaître, avec toujours cet élément de dire tout le monde peut faire tous ses comptes sur Internet, mais ça a été bien dit par la copine, j'y reviens pas. Enfin, j'y reviens pas sur un point quand même, c'est qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs le défenseur des droits a produit un rapport très alarmant là-dessus, qu'on peut saluer, sur la numérisation qui impacte fortement les plus fragiles. Il y a encore 19% des foyers en France qui n'ont pas d'ordinateur et pas d'accès à Internet. 19%. Et on peut imaginer que dans nos villes populaires comme Fontaine, la proportion est... Alors bien sûr, pour plein de gens, c'est agréable de pouvoir tout faire à distance et de chez lui. Il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai envie de dire que moins il y aura de gens exclus, plus il faudra s'en occuper. Parce que plus leur exclusion sera grave. Et le bout du compte, ça revient toujours aux communes, parce que nous, et comme plein d'autres communes, on est en train de réfléchir à Fontaine, comment installer des points d'accès aux droits numériques, par exemple dans nos centres sociaux. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un moment ou d'autre des gens qui viennent, qui ne savent pas faire, et qu'il y ait des gens pour les accompagner. Ça coûtera, et c'est encore aux communes qui vont payer ce service et qui vont aider au bout du compte. Donc voilà, toute la perte de lien social, tout ça, c'est évident. Et à partir de là, les communes sont en première ligne, se sont vues rabougrir leurs dépenses, et en plus se font mordre les mollets sans arrêt par le chien de garde de l'austérité, qui s'appelle la Cour des comptes, avec leurs tontons macoutes régionaux, qui sont les chambres régionales des comptes. Voilà, avec qui est très connu à sa tête, et qui produit des rapports. Alors, l'évolution de la Cour des comptes, la grande évolution de la Cour des comptes a commencé avec Philippe Seguin, a vraiment viré d'un organisme de contrôle de conformité qui a sa raison d'être. Il est normal que la façon dont soit dépensé l'argent public soit contrôlée, au moins au niveau de l'égalité. Mais là, c'est devenu vraiment le chien de garde des politiques d'austérité. C'est des injonctions politiques qui sont données par la Cour des comptes. On a eu, ça a fait un peu de bruit à Fontaine, une dernière visite de la Cour des comptes qui a fait un peu de bruit. Il y avait sans doute des choses qu'on a à rectifier, mais il y a des choses très politiques. Et d'ailleurs, toutes les communes, pratiquement toutes les communes qui ont, ces derniers temps, pas que les communes, toutes les collectivités
qui ont reçu la visite des magistrats de la Cour des comptes se sont vus attaquer sur le temps de travail de leur personnel, par exemple. Et comme par hasard, là, ils viennent sortir un rapport pour dire que les fonctionnaires ne faisaient pas leurs 35 heures. En tout cas, ne faisaient pas l'équivalent de 35 heures sur les heures annuelles. Ça a une histoire. Il y a eu la réduction du temps de travail, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de formes d'aménagement du temps. Et c'est un acquis pour les salariés. C'était dans ce qu'on doit toujours, à mon avis, considérer comme un mouvement naturel de décroissance du temps passé au travail. Mais là, il faut se battre parce que c'est plus du tout devenu le mouvement naturel. Et donc voilà, on attaque là-dessus. Toutes les communes sont attaquées. Alors, jusqu'à maintenant, c'était seulement des remarques, mais je pense qu'avec le rapport et des lois qui se préparent, on va obliger. Alors obliger, ça veut dire que accentuer encore le travail des agents, qui s'est tendu, parce que pour éponger 2 millions de pertes de fonctionnement chaque année, eh ben, je peux vous dire que dans une ville comme Fontaine, le travail des agents territoriaux s'est tendu de partout. Et on peut leur rendre hommage, c'est grâce à eux que le service public local n'a pas explosé. Un autre exemple de ce que peut sortir la Cour des comptes, il y a un an, tout juste, c'était pas au printemps, suite à des visites, dont d'ailleurs Fontaine, le président de la Cour des comptes s'est fendu d'un rapport sur la gestion des piscines publiques. Alors là, ça valait son pesant de cacahuètes. On fait un rapport de 15 pages, je me suis cogné le rapport en entier, ce qui est un exercice assez pénible, mais sur un rapport de 15 pages, on emploie des mots texto, comme quoi on reproche aux municipalités dans leurs tarifs, de ne pas être rentables dans leurs piscines. On reproche des tarifs trop bas, ou des choses trop accordées aux associations qui apprennent à nager. Et mal leur en a pris parce que le rapport est paru en même temps qu'on a eu un été, par exemple, catastrophique au niveau des noyades. Il y a eu plus de 500 noyades en France l'été dernier. Et bien, à Fontaine, oui, on a une piscine très peu chère, puis on a surtout une volonté avec l'école de mettre les moyens, c'est-à-dire que chaque enfant fontainois qui aura fait sa scolarité primaire à Fontaine aura eu 60 séances de natation. Quand à Fontaine, les enfants à l'entrée au collège savent nager à peu près à 98%, quand la moyenne nationale tourne à peine au-dessus de 50%. Donc ça, pour moi, elle est là, la rentabilité d'un service public, elle n'est pas ailleurs. Donc voilà un peu sur ce quoi on arrive un peu partout. Du coup, je crois qu'effectivement, il faut vraiment résister de toutes les parts. Alors, on a tenté de rien lâcher pendant ce mandat, c'est-à-dire de fermer aucun service. Par exemple, même le périscolaire, on l'a gardé gratuit et on l'a étendu, parce que c'est un besoin pour nos populations. Ça a fait qu'il y a eu un moment dans le mandat avec ces trucs, on a été obligé d'augmenter la deuxième ou troisième année de mandat les taux d'imposition assez fortement, de 6% d'un coup. Mais en contrepartie, faut s'expliquer pourquoi. Voilà. En regard, c'est tout ce que est vraiment, pour beaucoup, notamment dans les villes populaires, ce service public de proximité, quand tout le reste fout le camp, comme je viens de dire, c'est vraiment la dernière branche à laquelle on peut se raccrocher. Donc voilà, moi, ce que je voulais un peu présenter pour commencer. Les collectivités auprès des agents, avec des convergences entre les agents et les usagers, comme on a pu le faire la semaine dernière, où on a fait reculer partiellement la direction de la CPAM sur une fermeture d'agence et où va falloir continuer. L'objectif maintenant, c'est d'avoir un échange à bâton rompu tous ensemble sur, globalement, comment on avance sur de la convergence, de la construction de résistance, parce qu'on peut gagner, c'est possible,
par la bagarre collective face aux politiques qui veulent nous imposer là-haut. Donc j'ai une intervention là. C'est sur les questions industrielles, la savoir. Simplement, ça peut donner des arguments. On avait en Tarentaise plusieurs entreprises. Alors il y avait le Planet, il y avait Fusalp à 20 minutes des stations de ski, il y avait Moutier qui faisait des aciers spéciaux, il y avait MSSA à Pomblières, Ferropem à Château et Carbone et Cisa. Ces entreprises étaient soumises ou pas à la taxe sur les locaux à usage industriel, qui est l'ancêtre de l'ATP. Les 3 entreprises qui n'ont pas été soumises à la taxe sur les locaux à usage industriel, à savoir Bosel, Moutier et Fusalp, ont fermé. Les 4 entreprises qui ont été soumises fortement par maire communiste interposé à la taxe sur les locaux à usage industriel sont toujours là. Et grâce à la taxe, on a construit le gymnase de Pomblières et la piscine de Bellecombe, qui est aujourd'hui un truc formidable au niveau touristique. Simplement pour dire, c'est pas vrai de raconter que si on les taxe, ils foutent le camp. Nous, on les a pas taxés, ils ont foutu le camp, on n'a eu ni le pognon ni l'emploi. Ça, c'est la vérité. Ça, juste dire ça, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, sur le plan des liens entre entreprises et délocalisation. Traftec faisait des pièces 51 Prolo, hein. On a occupé 52 nuits et jours. On a gagné en partie. Faisait des pièces graphite pour les entreprises autour de Traftec, à savoir Pomblières 4 km 500, Ferropem 1 km 752,5, Carbone à côté, il n'y a qu'un mur qui sépare Carbone et Traftec. Et Ugitech à Ugine, 40 minutes de route. On a fermé Traftec. Si on avait eu une politique industrielle de maintien de la production de machines-outils dans notre pays, on n'aurait jamais fermé Traftec. 2, en fermant Traftec, on fait venir les pièces en graphite d'Italie et de Chine. Alors que Traftec fournissait en pièces graphite à côté, nom de Dieu, à côté, 20 minutes, 40 minutes, 2 minutes, 1 minute. Ça, c'est le refus d'une politique industrielle véritable dans ce pays qui passe forcément à un moment donné par la nationalisation ou l'autogestion ou des nouveaux pouvoirs donnés aux salariés pour que, par exemple, le secteur de la machine-outil ne soit pas abandonné. Machine-outil numérique, c'était des machins abominables, ça faisait grand comme ça. Alors, dernière chose sur la machine-outil numérique, la question de la formation. Les prolos, ils étaient complètement démunis là-dessus. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc, 1, avoir une politique industrielle. 2, avoir une politique de formation. Je termine rapidement. Non, faut... voilà. Un mot sur... ça a en apparence rien à voir, et pourtant si, le Lyon-Turin. Vous savez que les Savoyards, sur la question du Lyon-Turin, ils sont très marqués. J'en fais partie. Pour nous, mais on est d'accord pour discuter, hein. La question du Lyon-Turin, c'est pas une question d'argent. Parce que quand le royaume de Piémont-Sardaigne, il a creusé le tunnel du Mont-Cenis, il a mis les finances du royaume de Piémont-Sardaigne dans le rouge, mais il l'a fait parce qu'il pensait que les colporteurs du film La Trace, ça allait bien comme ça et qu'il fallait un train. Il a bien fait. Donc c'est pas une question de pognon. C'est une question écologique. Le Lyon-Turin, il est écologique à 3 éléments. 1, il supprime des avions. Au lieu de faire l'avion de Lyon à Turin, on prend le TGV. 2, il supprime les camions. On les met sur le TGV. Et 3, il supprime des bagnoles parce qu'on libère la ligne historique pour y faire passer des trains qui peuvent s'arrêter à toutes les gares et permettre aux salariés de prendre le train pour aller au boulot plutôt que de prendre la bagnole. C'est une bataille que chaque fois que j'ai eu à mener, quand on ne m'a pas cassé la gueule, que chaque fois que j'ai eu à mener, ceux d'en face, ils ont perdu. Parce qu'ils ne peuvent pas
argumenter sur ces questions-là. L'autre imbécile, Ibanez, le porte-parole des notables, non, d'accord, j'arrête, excuse-moi, je termine là-dessus, nous dit, j'ai chronométré l'avion entre Lyon et Turin. Pauvre garçon, il a chronométré l'avion entre Lyon et Turin. Putain, il en a du temps à perdre. Il dit, ça fait un quart d'heure de moins que si on prend le TGV, mais on s'en fout, parce que l'avion, il arrive en dehors de la ville, le TGV, il arrive au centre de la ville, et surtout l'avion, il bouffe du kérosène, et le TGV, il est électrique. C'est pas pareil. Je termine en disant simplement, sur les barrages, on a la question des SEM, la privatisation des barrages. Le conseil départemental de Savoie, il s'investit aujourd'hui dans la création d'une société d'économie mixte avec un certain nombre d'éléments départementaux pour essayer de se mettre concurrentiel sur la prise en compte de l'appel à délégation de service public des barrages. Merde, on ne peut pas nationaliser tout ça. Et je termine sur Savoie, Haute-Savoie. C'est fait, c'est fait. C'est après tout ça que la question de Savoie, Haute-Savoie, on les réunit, se pose. C'est pas en dehors de tout ça. C'est pour ça qu'on est contre. On va intervenir pour dire que il y a une grande diversité de situations dans les différents services publics, que ça soit la poste, le train, la sécu, la CPAM, l'éducation nationale, etc. Certes, mais il y a une politique du gouvernement qui, elle, concerne tous les services publics. Et la même, en gros, pour tous les services publics. Si je prends un seul exemple, le tout numérique, ça a été très bien dit pour la CPAM, mais c'est vrai aussi à la Poste, puisque on transforme les êtres humains on installe des ordinateurs ou des postes numériques, et en plus on surcharge le personnel parce qu'on leur demande des tâches supplémentaires alors qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais c'est vrai aussi dans les gares, puisque désormais les gares vont devenir invisibles de présence humaine, et on va donc développer la réservation par Internet. Alors, c'est une utilisation du numérique pour favoriser la régression du service public et la suppression d'emplois. Ça ne veut pas dire que le numérique en soi est mauvais, je tiens à le dire quand même, parce que tout dépend de l'utilisation qu'on fait du numérique. Le numérique en soi peut être une excellente chose, à condition évidemment que ça soit accompagné de création d'emplois, de formation, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, je veux surtout dire une chose, qui est la suivante. Jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, on avait beaucoup de mal à faire converger les luttes des différents services publics. On l'avait vu encore au moment de la lutte des cheminots. Il y a eu un soutien fort, certes, mais on avait beaucoup de mal, y compris dans cette lutte, à rassembler les usagers avec les cheminots et les élus. Je pense que la situation a changé depuis le mouvement des Gilets jaunes. Et pas que le mouvement des Gilets jaunes. Comment dire, j'encense pas le mouvement des Gilets jaunes en disant ça. Mais, puisqu'il y a d'autres luttes aussi qui traduisent ça. Mais je trouve qu'il y a une recherche beaucoup plus forte de convergence de toutes les luttes et surtout de solutions politiques alternatives pour le développement des services publics. Parce que c'est pas... en tant que parti politique, notre rôle, c'est pas seulement de soutenir les luttes ou même de les faire converger, c'est de travailler à l'émergence avec les salariés eux-mêmes, les usagers, les élus locaux, à l'émergence de solutions politiques alternatives favorables au maintien et au développement des services publics. Et je conclue en disant qu'il y a un attachement très profond des Français au service public, des usagers, des salariés, évidemment, mais aussi des élus. Et quand je dis des élus, c'est des élus même dans leur diversité politique.
Il y a des élus, bon, c'est leur problème, ils votent des lois à l'Assemblée qui cassent le service public, mais localement, parfois ils se battent avec les usagers et les salariés contre la fermeture d'une poste, ou etc. Donc, voilà, je trouve que la situation, elle a changé, et je pense qu'on a tout intérêt à favoriser cette convergence des luttes dans les services publics et la construction de solutions politiques alternatives. En service public, alors en Pont-de-Beauvoisin, on a deux problèmes en ce moment. Premier problème, je rejoins le copain, n'est-ce pas, le camarade de Savoie, il parlait de la ligne Lyon-Turin. Nous, on a une petite ligne qui est pas mal, c'est entre Lyon et Chambéry. On avait des trains qui étaient assez réguliers, et surtout, il y avait de nombreux élèves et des parents, des adultes qui vont au boulot, des collégiens qui prenaient le train Pont-de-Beauvoisin pour aller au lycée, essentiellement à Bourgoin, d'autres qui prenaient pour aller à Chambéry, parce que Pont-de-Beauvoisin, Chambéry, quand on prend le train, c'est tout de suite là. Alors, on nous a fait un beau truc. Déjà, certains trains avaient été remplacés par des cars, c'est très écolo. Et puis, maintenant, ils font des grands travaux à la gare, là-bas, il y a le Crayon à Lyon, à la Part-Dieu. Alors, comme par hasard, on a sacrifié une ligne. C'est-à-dire qu'il y avait 14 trains, maintenant, il n'y en a plus que 2. Vous voyez un petit peu. Et alors, attention, les trains, les 2 qui existent, je crois qu'il y en a un qui doit partir vers 9h30 de Pont-de-Beauvoisin. Vous arrivez à Lyon, c'est presque midi. Et alors, vraiment des horaires complètement cons. Alors, grande réunion, grand banc de combat, on a eu des gens qui sont venus, un représentant de la région, un autre de la SNCF, qui nous ont dit non, mais ne vous en faites pas, on va vous mettre des cars. Alors évidemment, c'est pratique les cars, d'autant qu'on a déjà eu des témoignages, c'est que le lundi matin, évidemment, il y a énormément de lycéens, mais le car, il ne peut prendre qu'un certain nombre de personnes. Et donc, quand le car est complet, lui, il n'a pas le droit d'en prendre plus. Donc, les autres, vous restez sur le carreau. Débrouillez-vous, rentrez chez vous, demandez à vos parents, prenez votre téléphone. Voilà. Et donc, évidemment, par exemple, avec le car pour faire Pont-de-Beauvoisin-Chambéry, il faut passer par le col de Cou. Si vous connaissez un petit peu l'hiver, c'est vraiment pratique. Vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Vous voyez, c'est tout des choses comme ça. Voilà, c'est la campagne. Par contre, les TGV, ils passent. Peut-être que ceux qui passent en TGV, ils ne s'arrêtent pas, évidemment. Il ne va quand même pas s'arrêter sur les poules de Pont-de-Beauvoisin. Voilà. Et voilà, on a des choses comme ça. Il y a également l'hôpital. Alors l'hôpital, on a eu le schéma habituel. Vous savez, c'est partout pareil dans les petites villes. On commence par fermer la maternité. Et évidemment, la maternité est parentale parce qu'il y a un quota qui n'est pas atteint. Et c'est facile. Hein. Je crois que c'est partout la même chose. Moi, j'ai également eu une amie qui devait accoucher à ce moment-là. Il est allé à l'hôpital, il m'a dit, mais attendez, ma pauvre dame, c'est quand votre accouchement? Oh, mais je ne sais pas si l'hôpital va être encore ouvert, là, la maternité. Oh, adressez-vous plutôt à Voiron. Alors, elle est allée à Voiron. Mais à Voiron, on a dit, oui, on l'a prise. Et plusieurs personnes comme ça, ce qui fait qu'avant, il y avait autour de l'époque, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si vous voulez, l'ordre de grandeur, c'était peut-être 200 ou 250 accouchements dans l'année. C'est baissé rapidement, en dessous des 200. De toute façon, les quotas étant fixés à 250 ou 300, ils étaient carrément en dessous, rédhibitoires, hop. Et d'autant plus qu'on a su qu'il y avait des jeunes médecins qui voulaient s'installer. On leur a dit, ah ben non, mais Pont-de-Beauvoisin, ça va fermer. Alors évidemment, donc double raison, on n'a pas les quotas, et de toute façon, les médecins, on n'en a pas. Donc voilà, on ferme. Alors on a fermé, puis après on ferme, puis on ferme, puis on ferme. Alors, comme à Pont-de-Beauvoisin, on a une particularité, c'est qu'on a comme UDMR, on avait Dr Touraine, il était chirurgien. Après, on en a eu un autre, il était également chirurgien. Il s'est fait battre maintenant, c'est le médecin anesthésiste. Donc, je parle de Pont-de-Beauvoisin-Isère. Hein. On a eu Ivray, vous connaissez Ivray, les meubles Ivray. Donc, on n'a que des gens bien. Alors, ces médecins, donc, défendent l'hôpital. Ils nous ont dit, maintenant, l'hôpital, il est sauvé. Et c'est formidable, vous venez à Pont-de-Beauvoisin, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez. Vous pouvez passer un scanner. Le scanner, c'est pas... Vous vous rendez compte, un petit peu, Pont-de-Beauvoisin a un scanner, formidable. Mais simplement, échographie, vous pouvez. Alors, on a fait l'essai. Vous demandez une échographie, on pense qu'on va l'avoir dans la semaine ou 15 jours, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Pont-de-Beauvoisin. Ah, mais attendez, non, le rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Parce que c'est pas n'importe qui, il faut qu'il y ait un médecin qui vienne. Donc, quelqu'un qui vient de Bourgoin qui vient. Et le scanner, c'est pareil. On peut vous passer le scanner, mais quand le médecin sera là, donc le rendez-vous, en fin de compte, on a un scanner. Vous voyez un petit peu comme c'est rentable. Hein. Un scanner qui est payé par la sécurité sociale, par nous, qui fonctionne, je ne sais pas, peut-être 1 fois ou 2 fois par mois. Voilà la rentabilité. Et maintenant, donc, le maire est content parce que l'hôpital est soi-disant sauvé. Également, c'est bien beau. Vous avez également l'accueil, hop, là, les services. On est même accueilli jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, peut-être au milieu de la nuit, il vous marche quand même, le service d'urgence. Bref, c'est un service d'urgence, mais si jamais c'est important, on ne peut pas vous opérer, parce qu'on ne perd pas là. Hein. Donc, c'est un service d'urgence, mais il ne faut pas que ce soit trop urgent. Voilà, c'est là, c'est
voilà, il y a le démantèlement du service public et la santé des gens, ben, on s'en fout, parce que ce qui compte le plus, c'est le pognon. On est bon pour les constats, mais moi je partage ce qu'a dit François. Aujourd'hui, moi je travaille dans un service public qui est la ville de Grenoble. Et je suis dans le CGT. Et on peut prendre tous les services publics. Il y a une attaque sur les services publics générale. Mais pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ça fait depuis 20 ans qu'on attaque les services publics. On a eu la RGPP, on a eu la réforme de la santé. Aujourd'hui, on a la dernière réforme qui va arriver, c'est la réforme de la fonction publique, qui va nous achever. Je vous dis, ce qui est dedans, c'est la fin du service public. Donc, ce n'est pas un choix de service public, on est devant un choix de société. C'est ça qui nous est posé la question. C'est pour ça que, bon, moi je suis communiste, donc ça m'est plus facile à le dire, c'est pour ça que le parti est devant un vrai choix. Quel type de société on va proposer aux citoyens de ce pays? Parce qu'on peut égrener. C'est l'hôpital de la Mure qui ferme, moi je travaille beaucoup sur Lyon avec mon camarade Aurélien, c'est plein de services qui ferment, c'est ça même il emploi de moins, c'est tout ce qu'on peut, je peux vous en citer, des wagons. Sauf que voilà, on est devant un choix, le capital il l'a dit aujourd'hui, il n'y a plus de résistance dans ce pays. Il n'y a pas assez de résistance. Je ne veux pas polémiquer, hier j'ai regardé le débat sur l'Europe. Le nôtre il s'en est bien tiré. Mais quand même, lui candidat de gauche. La crédibilité de la gauche. Alors avant, on avait la droite la plus connue du monde. On n'est pas être méchant, mais je ne suis pas sûr que maintenant, on n'a pas inversé le rôle. La droite, je m'en fous. C'est surtout nous. Moi, je pense que nous avons un choix de société. Et si on ne fait pas, comme dit François, des contre-propositions réelles, et donc quand on fait des contre-propositions réelles, on s'attaque au service public, comment on le finance? Il faut qu'on pose la question comment on finance les services publics. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, qui ont un budget 60 millions, etc., ont été obligés de passer une convention avec l'État qui leur dit vous ne pouvez pas dépasser, votre fonctionnement ne peut pas dépasser 1,2. Si vous dépassez, on va vous taxer, on va vous prendre des sous, vous, parce que vous ne faites pas des économies. Ça, pour entrer dans les critères européens, qu'on arrive à la convergence. Donc voilà, moi je pense que le Parti communiste aujourd'hui, on peut faire, comme je le redis, l'état des lieux. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'on construit, communiste, entre nous, avec les autres, pour changer cette société et inverser ce rouleau compresseur qui met en face de nous. Parce que aujourd'hui, on a ça en place. Les salariés, on va se battre, puisque là, on nous annonce la mise à bord. Comme on dit chez moi, on est à la 3e temporada. La temporada, le corrida, c'est quand on tue l'autoroute. Donc on est à la 3e étape. Est-ce que nous, on va se battre, mais sans perspective politique, on aura des soucis. Parce qu'au moment, il va falloir nous ouvrir des perspectives politiques, ouvrir des perspectives politiques. Et je pense que c'est le rôle du Parti communiste. C'est ça qu'il faut qu'on discute. Parce que, voilà, moi, c'est ce souci-là que j'ai, et on en discute beaucoup à l'interne de la CGT. Parce qu'on a une difficulté sans perspective politique. On a une difficulté, il y en a d'autres, hein. Pas que celle-là, si on avait que celle-là, ça irait pas mal. Mais on en a d'autres. Hein. Mais je pense qu'on a besoin de ça. Et on a besoin d'une construction ensemble, ça veut dire les communistes, les militants communistes, les syndicalistes progressistes, les élus, etc. Parce que moi, je peux vous citer des collectivités. Fontaine se battent contre les services publics. Une petite expérience. La semaine dernière, on est allé distribuer des tracts à Rives, où l'agence, puisqu'on parle d'agence aussi, de la CPAM doit être fermée, puisque ça a été acté, pour 2020. On a distribué des tracts, et alors, pour aller dans le sens de ce que tu dis, les gens là-bas, et la CPAM, ils connaissent pas du tout. Quand on leur disait c'est la Sécu, ah la Sécu, d'accord, la CPAM, les gens, mais alors ici, ils n'en avaient rien à faire, hein, exactement rien à faire. Et moi je pense de tous les réflexions qu'on a eues avec les gens, je pense qu'il y a là, sur Rives, possibilité effectivement, si on travaille avec la population, et bien de créer des convergences, parce que franchement, il y avait des scènes assez comiques, quoi. Et même lui nous disant, ah mais là cette fois-ci les grands-mères elles vont se mettre en colère. Parce que franchement, il y avait un ras-le-bol des gens, nous disant, mais ils ferment tout, ils ont fermé, ils ferment la poste, ils ferment tout, ils ont fermé les impôts, donc ça suffit maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec l'ordinateur? On n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc je crois qu'il y a possibilité, mais il ne faut pas qu'on attende. Il faut qu'on soit, nous, force de proposition pour rassembler les gens sur des propositions non seulement de maintien,
mais également de récupération d'une vraie sécurité sociale gérée de façon démocratique et puis avec les moyens, avec le financement, parce que c'est quand même bien là qu'il y a quel problème. Le deuxième aspect, pour aller très vite, c'est ce qui se passe au niveau de la santé. Moi je pense que là aussi, il y a effectivement matière à rassembler les gens autour de ce qui est en train de se passer au niveau de la santé. Parce que c'est pas anodin, c'est pas une réforme de plus qui est en train de se passer à l'heure actuelle. C'est vraiment une attaque frontale contre le pilier, contre la protection sociale, sur deux aspects. Un, Macron, il attaque la sécurité sociale dans son financement. Moi, simplement, je vous rappelle ce qui a été voté en 2019, c'est-à-dire le non-remplacement, si je puis dire, des exonérations par l'État, c'est terminé, il ne compense plus. C'est également la possibilité pour l'État de se servir sur le budget de la sécurité sociale pour compenser le déficit du budget de l'État. Et c'est aussi donc le prélèvement à la source qui permet effectivement de mélanger tout ça et de se servir royalement dans la CSG et dans le budget de la sécurité sociale. Donc il y a une attaque frontale. En même temps, eh bien, on supprime les cotisations sociales sous prétexte de donner du pouvoir d'achat aux salariés, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, il y a ce problème-là. Et la deuxième partie de cette loi santé, c'est cette attaque frontale contre le système hospitalier, contre le système de santé, où en France, l'organisation de la santé, elle s'est faite autour de l'hôpital public. Elle s'est constituée comme ça. Aujourd'hui, Macron, il renvoie l'hôpital public en 7e, en dernière position, en dernier recours. Avant, et quand vous serez malade, vous irez dans votre pharmacien. Parce que c'est lui, le premier recours, si vous avez une crise d'appendix. Voilà, ça c'est comme ça. Quand on lit, que je caricature, mais c'est ça, hein, c'est votre gamin, il a une gastro, vous direz voir votre pharmacien et après éventuellement vous trouverez un service de pédiatrie dans le secteur. Le deuxième aspect de cette loi, c'est que sous prétexte de mieux irriguer les territoires, c'est vraiment, il y a un député qui a dit que c'est un mensonge d'État, cette loi, mais sous prétexte d'irriguer les territoires, eh bien on s'apprête tout simplement à transformer 5 à 600 hôpitaux de proximité, c'est pas rien, hein, 5 à 600 hôpitaux de proximité, en ce que nous on appelle des hôpitaux low cost, c'est-à-dire des hôpitaux sans maternité, je rejoins ce que disait le camarade, sans service d'urgence, sans chirurgie, parce que quand on ferme les urgences et la maternité ferme la chirurgie, sans médecine spécialisée. Donc voilà, on aura des hôpitaux complètement allégés, on aura des murs et on n'aura rien à l'intérieur. Donc voilà, si on explique, si on sait s'appuyer sur les populations, moi il me semble qu'on a matière à rassembler autour de l'hôpital. Ça commence à venir, ça commence, les hospitaliers, ils se battent, mais il ne faut pas qu'ils se battent dans un désert, parce que l'hôpital public, le système de sécurité sociale, le système de santé, c'est notre bien, c'est notre bien commun, et ça passera pas sans un élargissement, un rassemblement autour de propositions. On n'est pas les seuls à faire des propositions. Le Parti communiste fait des propositions, la CGT a des propositions, puis il y a d'autres organisations qui ont des propositions, et je crois qu'on a intérêt, nous, à aider à ce rassemblement, sinon on va perdre un service public essentiel. Un monde de violence qui embrase la terre et peuple la misère. Le mystère guerrière, la médaille de l'enfer, pour un envers noir, spirale du cauchemar. Un avenir soumis, une bombe à tsunami, référendum de la peur pour un monde pourri. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance.
mise, un film, une esquive. Dans chaque banlieue ce soir on remet un César. Je n'y comprends rien, j'ai mal au rein. Je vais sortir un mouchoir pour pleurer dans le noir. Je considère éphémère tous ces foutages de gueule qui font que tout l'univers prend la forme d'un cercueil. Un nouveau jour se lève, le silence sort du rêve pour crier à tort, à raison notre détermination. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance. Mais où va la France? Dis-moi qui danse sur la souffrance, la joie et l'espérance.